Davai, mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans Smart Fire, le petit podcast que vous commencez à connaître. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'immense plaisir d'être accompagné de Fred. Bonjour Fred, ça va ? Salut Antoine, ça va et toi ? Alias Dr Lanche. Pour ceux qui ne connaissent pas Fred, je te laisse te présenter. Je m'appelle Frédéric Lange, j'ai 42 ans et je suis chirurgien plasticien. Voilà. Dans la vraie vie et sur les réseaux, je fais un peu de vulgarisation médicale, scientifique autour des thèmes de la beauté, de la santé, de la longévité. Ok. Tu dis approche... chirurgien plasticien, tu dis pas, plus personne dit chirurgien esthétique ? Si, mais le vrai terme c'est chirurgien plasticien parce que ça comprend reconstruction, plastique, esthétique. Ok, d'accord. Et le terme officiel c'est chirurgien plasticien. Ok. J'ai failli faire ça déjà, c'est horrible. Ça commence très mal, j'ai failli faire placer le terme officiel. J'ai failli faire des guillemets. Des air quotes. Ce qui est mal. Donc c'est le terme officiel. Ok, d'accord. Donc tu conseilles des gens dans leur reconstruction physique et esthétique, tu les accompagnes, tu les opères. Et après, tu les suis en post-op. C'est toute une. Ouais. C'est pas juste bonjour, j'arrive avec un bistouri, je fais des trucs. La chirurgie esthétique, ça c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on peut toujours croire que c'est juste un acte au bloc opératoire, mais ça reste de la médecine. Donc il y a des consultations avant qu'on appelle préopératoire, il y a l'opération, puis il y a tout le suivi derrière. Et en fait, le résultat, ça dépend de tout ça. S'il y a une seule étape qui est brûlée ou qui est mal faite, c'est la catastrophe. Ok, parce que je pense que les gens ont un peu le. Enfin, pas le réflexe. Putain, j'ai failli faire ça. Ah, moi, j'ai ce réflexe qui est horrible. Il faut bannir ça. Il faut arrêter ça. Surtout au bout de 2 minutes. Quoi. Si on a fait déjà 2 guillemets, là tu as perdu la moitié. D'accord. Les gens ont ce réflexe, à mon avis, tu sais, le quick fix, un peu la tendance de j'ai un truc qui me plaît pas, et ben hop, je trouve une solution, je rentre chez un mec, il me met un coup de bistouri, il corrige ça et terminé. T'as l'impression que. Combien de temps ça fait que tu… Ça fait 10 ans moi que j'exerce. Okay. Et il y a 10 ans c'était sensiblement pareil, mais c'est vrai, tu as raison, ce phénomène, c'est un peu la société de consommation qui est comme ça. Et la médecine, la chirurgie esthétique, beaucoup de gens ont un peu ce rapport un peu de consommation qui est malsain, parce que du coup ça engendre beaucoup d'incompréhension, etc. Et il y a ça effectivement, mais c'est pas bien en fait. Il faut que ça reste de la médecine, vraiment de la médecine qui soigne avec ses avantages, ses inconvénients, son lot de complications potentielles. Ça doit rester un truc sérieux. En gros, toi, tu as l'impression de devoir, pas forcément énormément de plus en plus, mais quand même un peu, de devoir freiner certains patients dans leur volonté, dans leur dynamique, dans leurs ardeurs de tiens, j'ai envie de me faire refaire ça, et puis à Noël prochain, je fais ça, et quand j'aurai ma prochaine prime annuelle l'an prochain, je fais ça, et ainsi de suite. Ouais, exactement. Pas forcément dans ce sens-là où les gens veulent faire tout, mais les gens veulent faire sans forcément entrevoir toutes les dimensions et les problèmes potentiels. Pourquoi ? Parce que déjà l'image elle est un petit peu faussée, tout ce qui est véhiculé, fait un peu penser à ce que la chirurgie, la médecine, c'est de la consommation. Ouais. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. C'est surtout ça. Donc c'est pas vraiment freiner les gens qui veulent faire tout leur corps, c'est pas trop ça. Mais voilà, vraiment remettre en perspective le truc et il y a des gens en fait, je te donne une analogie, ils viennent entreprendre un acte de chirurgie comme ils iraient acheter un iPhone, un truc comme ça. Ouais, d'accord. Avec ce que ça, donc c'est-à-dire. C'est genre je pimp my life plutôt que. Ouais. Et puis acheter ça comme un produit, c'est-à-dire attendez, mais l'appareil photo marche mal, tu vois, quand il y a un souci, j'ai payé. Oui, d'accord. Vous avez payé, c'est de la médecine. Il faut vraiment bien réfléchir avant. Il y a des trucs, il y a des problèmes, rarement, mais ça reste de la médecine, même si c'est esthétique, même si on n'est pas malade, même si on paie, c'est de la médecine. Je t'entends utiliser le mot de problème, même quand tu n'as pas de problème, c'est-à-dire de déconvenus pendant l'opération ou de suite opératoire et de complications, même quand tout se passe bien sur le papier, ça peut quand même engendrer ou des problèmes ou des dérives dans l'identité des gens, dans la façon dont ils se perçoivent, dans le « ah bah je pensais pas que j'allais être comme ça, en fait je me reconnais plus du tout », etc. Ça m'intéresse vraiment. Toi tu peux faire ton boulot de chirurgien aussi bien que possible, arriver à un résultat qui est magnifique et comme les gens n'ont pas anticipé ce qu'allait être l'après parce qu'ils ont fait les choses trop vite d'un point de vue super consumériste en mode j'ai une pulsion, j'ai vu Kim Kardashian faire je sais pas quoi, j'ai envie de faire la même chose avec mon physique.
se projeter eux-mêmes dans une dimension qu'ils n'avaient pas du tout anticipée et arriver avec un résultat qui… Ouais, il y a des fois tu peux avoir un résultat, techniquement, tu es content de ton travail de chirurgien, tu vois, même en étant critique, c'est un bon résultat. Et les gens, c'est pas ce qu'ils projetaient, ce qu'ils fantasmaient, etc. Alors typiquement, ça va être quoi? Ça va être… je sais pas moi, une augmentation mammaire, un problème de volume. Je pensais que ça allait faire plus gros, je pensais que ça allait faire plus petit. D'accord. Beaucoup sur le nez aussi, tu vois, moi je fais beaucoup de nez, même si tu as un résultat qui est bien, c'est-à-dire une amélioration et tout, mais non, mais je pensais que je voulais un plus petit nez, et ouais, et ça c'est terrible parce que tu peux gérer, c'est pas facile, mais tu peux gérer un peu l'aspect physique. Par la chirurgie, mais ce qu'il y a dans la tête, c'est dur à gérer. Il faut le déceler avant en consultation, beaucoup parler, et puis des fois, tu te plantes parce que tu arrives mal à analyser les patients, c'est pas ce qui se passe dans leur tête, après, etc. Et ça, c'est un écueil, c'est hyper dur à gérer ça. Ouais. Tu bosses dans cette dynamique-là avec des psychologues ou des psychiatres? Non. En cabinet ou en clinique ou en parallèle Alors, dans des cas très particuliers, oui, où vraiment on sent qu'il y a un trouble de la personnalité, un problème, etc. Genre une grosse dysmorphophobie ou un truc… Exactement, là, on peut envoyer voir un psychologue, un psychiatre. Sinon, non, c'est pas facile parce que les patients, ça les réfrène, c'est difficile en pratique. À un moment, on avait une psychologue en stage dans le cabinet, beaucoup de patients à qui ont proposé, refusé de la voir, etc. Je suis pas fou, j'ai pas besoin. Bon. Donc, et parce qu'ils avaient peur que si jamais ils dénotent certains trucs, la psy conseille plutôt de pas le faire, et eux ils étaient en mode non, j'ai vraiment envie de me faire opérer, c'est important. Ouais, voilà, il y avait ça, il y avait aussi le fait que ils se sentaient qu'ils n'avaient pas besoin, que c'était pas… Et donc non, dans 99% des cas, c'est à nous de faire ce travail-là de psychologue et tout. Donc, ce qui est un métier en fait. Toi, t'es formé en médecine là-dessus? Non. Pas vraiment? Non, on n'est pas formé à ça. Et on apprend. C'est vrai que c'est une part intégrante du métier qu'on n'apprend pas vraiment, qu'on apprend au fur et à mesure. C'est un truc, je pense, que tu sous-estimes quand tu arrives dans le métier. En fait, tu te rends compte que c'est la base limite la base de l'avant. Ah oui, parfois, tu as tout à fait raison. On est d'accord à quel point. Genre même, tu vois, tu passes un diplôme de coach, on dit, tu vas former les gens, tu vas faire de la préparation physique, tu vas leur apprendre à prendre soin d'eux, à se positionner comme il faut et tout. En fait, ça, c'est juste… Et t'arrives et tu dis, ah ouais, mais non, en fait, je sors d'un divorce, je sais pas pourquoi, mais j'ai mal au ventre et dans le bas du dos. Et là, tu dis, oh ouais, en fait, je suis psychologue et je vais avoir 10% de préparation physique et de comment je peux optimiser les objectifs des gens pour qu'ils se sentent mieux. Mais tout le reste, si je néglige la partie humaine, l'empathie, la psychologie, je suis incapable de faire mon boulot et d'apporter vraiment le soutien dont les gens ont besoin. Et je pense que c'est exactement pareil. C'est exactement. Tu as des gens qui arrivent, qui sont brisés, qui sortent d'un divorce, qui ont vécu un deuil, qui ont envie de se reconstruire et qui, par le biais de la chirurgie plastique, ont envie d'accéder à quelque chose qu'ils ne savaient pas avant en fait. Ouais, exactement. Il y a énormément d'enjeux, ça cristallise énormément d'enjeux émotionnels, etc. Tu as des gens aussi qui explosent en vol. Après une chirurgie, ils font une dysmorphophobie après l'opération. Et tu as des gens qui viennent exactement après un divorce. Il y a beaucoup, tout ce qui se passe dans la tête, c'est hyper important. C'est comme tu dis, tu as vu, on n'est pas, quels que soient les métiers où tu as de l'humain, tu as cet aspect-là. Et tu n'es jamais vraiment, à part quand tu travailles, tu deviens psychologue, mais sinon tu n'es jamais formé à ça. Tu passes ton temps, tes X années d'apprentissage à apprendre qu'est-ce que c'est que le coaching, qu'est-ce que c'est que la chirurgie. Et en soi, déjà, ça t'occupe beaucoup de temps. Après, tu as un petit module, tu vas avoir une après-midi où on te parle de la psychologie du truc. Mais super. Bon, voilà. Entre 14h30 et 17h30, un vendredi après-midi. Mais c'est vrai que ce truc-là, on t'es pas formé, tu apprends sur le tas, tu te plantes. Et encore aujourd'hui, je me plante. C'est-à-dire, des fois, il m'arrive d'opérer les patientes que je regrette d'opérer sur l'aspect psychologique. Je me dis, c'était pas une bonne patiente. Enfin, je lui ai pas rendu service, j'aurais dû refuser, j'aurais dû l'envoyer voir un psychologue et tout. Et voilà. Mais on les voit en consultation 15 minutes, 30 minutes parfois, 2 fois avant l'opération. Mais tu peux pas cerner quelqu'un. Enfin, c'est très dur de cerner quelqu'un. Même les psys eux-mêmes, les professionnels, peuvent se faire faire berner. Alors nous, bien sûr. L'anamnèse, si tu as quelqu'un qui est en plus déterminé, intelligent et qui se dit ok, je vais essayer de contourner, tu dois en avoir et qui fait le serpent pendant 2 fois 30 minutes. Bien sûr, c'est pas facile. C'est dingue. C'est pas facile. Donc c'est un aspect du boulot qui est compliqué. C'est tellement technique. Pour ceux qui ne connaissent pas et dont je fais partie, le parcours pour devenir chirurgien plasticien, c'est quoi en France typique? Alors, il faut rentrer à la faculté de médecine. Bon, il y a le concours de première année de médecine. On fait qui est ultra dur. Qui est sélectif, on prenne 10%, on va dire, un truc comme ça. Sur des amphis où tu es assis par terre parce que si tu arrives à 7h05 et que le cours commence à 8h, tu n'as pas de place assise. C'est un peu la guerre. C'est un peu la sélection naturelle dans tous les sens. C'est un petit peu la guerre.
Donc après, souvent c'est une première année qui est quasiment tout le temps redoublée, dans 90% des cas. Après, il y a 6 ans d'études de tronc commun. Ouais. À la fin de la 6e année, il y a un concours très difficile qui s'appelle l'internat, qui va permettre de choisir une spécialité en fonction de son rang de placement. Le premier, donc ça c'est parmi tous les 6e années de médecine, le premier choisit ce qu'il veut, et le dernier choisit ce qu'il reste entre guillemets. Donc tu choisis et la discipline et la ville. Et la ville direct à la sortie de l'internat, enfin à la sortie du concours de l'internat. Où tu vas faire ton internat. Ok, d'accord. Et la chirurgie plastique, eh ben c'est une des spécialités les plus prisées parce qu'il y a un côté sympa, il y a le côté, c'est attractif, le mode de vie, la rémunération, tout ça. Donc c'est vraiment, là maintenant, j'avais vu cette année, là, c'est les 200 premiers sur 10 000 étudiants en médecine. C'est le haut du panier et dans les 200 premiers. Bien des fois. Non mais c'est logique de le décrire comme ça parce que tu vois, je pense qu'il y a un mec qui veut être ophtalmo ou radiologue dans l'eau, même si c'est prisé, c'est vraiment par vocation, mais tout le reste prend la chirurgie plastique quasiment quoi. Ouais, voilà, il y a beaucoup qui font par vocation. Enfin, c'est le choix du roi et c'est ce pourquoi les gens se battent quoi. C'est assez prisé. Donc là, ceux qui peuvent intégrer ce cursus commencent leur internat de chirurgie qui dure 5 ans. Donc avant ça, sur les 6 premières années, tu touches pas à un bistouri. Tu fais des stages aux urgences, tu fais de la gériatrie, tu fais de la pédiatrie, des trucs, tu vois tout. Ça te forme à devenir un peu médecin généraliste. Potentiellement. Et maintenant, médecin généraliste, c'est devenu une spé. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire l'internat pour être généraliste. Ouais, exactement. Ah, je savais pas. Ok. Parce qu'avant, c'était 6 ans et après, tu avais une année de validation, genre. Ouais, puis ça s'est rallongé de 2 ans, 3 ans et maintenant, tu as 3 ans d'internat. Ok, d'accord. Donc nous, 6 ans, concours. 5 ans d'internat de chirurgie. 5 Donc là, on est à 11 ans. C'est pas tout à fait fini. Attends. Donc là, on est à 11 ans. On passe la thèse et après on a encore 2 ans, ce qu'on appelle le clinica où on travaille comme chirurgien à l'hôpital dans un service hospitalier. Donc et ça fait 13. T'es en tuilage avec un mec plus expérimenté ou avec un praticien? Ouais, voilà. On te lâche. Là tu es indépendant, mais tu es dans un cadre hospitalier. Une structure qui t'encadre et tu as des comptes à rendre à un chef de clinique. Voilà, un chef de service. Chef de service, ok. Donc ça fait 13 ans. 13 ans, donc, grosso modo, tu dis que la plupart des gens redoublent, ça doit être 90% des gens qui arrivent en... C'est quoi, c'est PC1 la première année? Maintenant ça s'appelle PACES. PACES maintenant, je crois que ça a changé. Mais donc tu arrives... Mais grosso modo, pour te faire tu sors à 32 ans. Tu as ta carte d'étudiant, ton deuxième burger au quick jusqu'à 35 ans. Jusqu'à 35 ans. La place aussi d'étudiant. Non, mais ouais, tu gagnes un peu de sous avant ça, parce que dans l'internat, tu commences à exercer, à prendre des gardes et tout, machin. Ouais, alors mais tu charbonnes quand même encore 60 heures par semaine. Ah oui, l'internat, en fait, l'internat, c'est le moment où tu peux avoir un début de vie active et tu peux partir, où tu commences à gagner ta vie. Quand tu es interne, tu gagnes, on va dire, entre 1300 euros par mois à peu près. Ouais, ce qui, au vu de tes qualifications, est dérisoire, mais tu es toujours là pour apprendre. C'est surtout que tu fais beaucoup d'heures. Tu travailles, moi, quand j'étais interne en chirurgie, je faisais 80 heures par semaine. Merde. Et puis maintenant ça s'est amélioré, mais nous on faisait le lundi, la garde du lundi au mardi, on retravaillait le mardi. Et puis, aucun sens. Même pour les patients, c'est vraiment. On est d'accord, ce qui est même criminel parce que tu fais des erreurs de diagnostic, tes gestes sont pas sûrs. Voilà, il y a des études scientifiques qui montrent quand tu es fatigué, tu as moins d'empathie. C'est sûr. Bien sûr. Ça a tendance à s'améliorer. Ok. Et donc l'internat, voilà, tu as 5 ans où tu gagnes ta vie modestement, mais tu gagnes ta vie. Et après, donc voilà, c'est la thèse, encore 2 ans, et après tu peux t'installer à ton compte, en libéral, si tu veux. Donc c'est un vrai parcours du combattant. Oui et non. Quand tu es dedans, tu le vois plus comme ça. Voilà, quand tu es dedans. Quand tu vois ça de l'extérieur, moi qui n'ai jamais foutu les pieds en fac de médecine, tu dis mais 13 ans d'études pour arriver à faire ça, c'est incroyable. Tout l'internat, c'est des études, tu as un statut d'étudiant, mais tu travailles à plein temps à l'hôpital. Ouais, donc tu n'as pas la gueule dans les livres. Dans le truc. Et c'est une passion. Ouais, c'est la meilleure période, moi c'est ma meilleure période. Et tous les médecins, je pense, c'est leur meilleure période. C'est 5 ans où il y a une ambiance, tu apprends vraiment le métier, c'est là où tu commences à vraiment soigner des gens, tu vois. Tu as encore un statut d'étudiant, mais les gens te voient comme un médecin. Les gens te voient, mais tu es un médecin, tu es un médecin hospitalier, tu es un médecin junior, entre guillemets. Et là, c'est une période qui est super, c'est dur. Tu as 5 ans et tu as l'impression que c'est les mecs, ils ont vraiment bourré pour faire rentrer tout cet enseignement en 5 ans, ou tu te dis que tu pourrais le faire en moins que ça Tu pourrais le faire en moins, mais c'est quand même ultra dense, quoi. Ça dépend de ta faculté à apprendre, de ta plasticité personnelle aussi. Ouais, et puis des opportunités, parce qu'en fait, tu dois te former pour pouvoir apprendre à opérer vraiment l'aspect manuel, il faut que tu aies des chirurgiens au-dessus de toi qui te confient des actes, et des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, des fois ils n'aiment pas ta tête. Enfin, c'est très compliqué, donc 5 ans, bon, je trouve que c'est bien. C'est bien, et puis
Après, voilà. Mais quand tu sors, bien sûr, tu te sens jamais prêt. Hein. Tu te sens jamais prêt. Tu as fait 13 ans que tu es. La première fois que tu arrives et que c'est en mode. Moi, j'avais pas dormi. Lame de 15. Ouais, tu te sens jamais prêt. Bah, mais en fait, comme c'est progressif et tout, tu l'es. Mais bon, voilà, à un moment, il faut sortir du nid, quoi. Logique. C'était une vocation pour toi, genre avant même de rentrer ou de passer la formation ou la première année, tu t'es dit je me verrais bien chirurgien plasticien? Non, pas du tout. Du tout. Déjà médecine. Fin de terminale, tu t'es dit pourquoi pas médecine? Voilà. J'ai des potes qui font ça, why not? Ouais, ça m'intéressait. Moi, j'étais plutôt un cursus scientifique. Je ne suis pas d'une famille de médecins. Il n'y a aucun médecin dans la famille et tout. Bon, ça m'intéressait parce que ça m'intéressait. Mais ce n'était pas une vocation. Je ne me disais pas depuis tout petit, je veux faire médecin. Et je me suis dit, médecin, c'est intéressant. Après, je me suis intéressé à vraiment… j'ai changé 10 fois de trucs, cardiologie. Tout m'a intéressé, la nutrition et tout. Et la chirurgie plastique, ça s'est fait un petit peu comme ça, par un concours de circonstances. J'étais passé en stage dans un service de chirurgie plastique. C'était super sympa. C'était hyper riche et beaucoup plus intéressant que je pensais. Parce que moi, pour la chirurgie plastique, je pensais que c'était juste… l'image d'épinal que tu en avais, c'était on fait des prothèses mammaires. On a reconstruit des jambes, des cancers, des brûlés. Il y avait de l'esthétique, il y avait des enfants, il y avait des fentes. Il y avait tout. On travaillait avec, par exemple, les orthopédistes qui réparaient l'os d'une jambe, mais nous, il fallait couvrir l'os parce que sinon, il fallait amputer. Enfin, ça m'a passionné. C'était le visage, la maxillo, les traumatismes, les gens qui se prenaient des balles dans le visage. Enfin, c'était dingue et j'ai trouvé ça vraiment tellement passionnant que je me suis dit, bon, c'est vraiment ça, c'est top. Je trouve les mecs, les chirurgiens, je les voyais, je trouvais que la classe, quoi, ils arrivaient comme les sauveurs. J'ai adoré et ça s'est fait comme ça. Et puis j'ai eu l'opportunité de passer ce concours, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire ça. Et puis, Donc, ça veut dire que tu as passé ton internat au moment où la série Nip Tuck était en pleine mode. Il y a genre 13-14 ans. Ouais, et je connaissais pas. Parce que moi j'ai bouffé ça et je suis tombé là-dessus quand j'étais en terminale et j'étais en mode putain, j'étais en terminale S, je m'en sortais plutôt pas trop mal et tout machin. J'ai fait pas une star en maths et en physique, mais je me disais putain, je ferais pas ça pour ça, mais finalement médecine et tout, ça me plairait bien, ça satisferait ma curiosité intellectuelle et tout. Alors après, pour l'avoir vu un peu Nip Tuck, c'est full bullshit. Enfin, c'est très romancé, ils se permettent des trucs qui sont… Ça n'a rien à voir. Tu sais ce que tu devrais faire? Il y a plein de mecs en ce moment avec des grosses communautés sur les réseaux ou quoi qui font un sniper qui commente avec JQ des scènes de mecs qui déglinguent au sniper dans les films d'action. Cyril Gann qui commente des scènes de bagarre. Des trucs, tu devrais trop te faire interviewer pour faire un chirurgien esthétique juge de la crédibilité des gestes chirurgicaux dans les séries télé ou les émissions à la mode, des trucs comme ça. C'est une bonne idée. Parce que ça, avoir ton œil d'expert sur le mec qui demande des trucs bistouri, sciage en tournée et tout, ça serait à mourir de rire. C'est que de la connerie. Parce que moi, avec mon œil de néophyte, je revois des trucs, je me dis c'est gros quand même. Genre là, limite, il met le pied pour lui soulever la cage thoracique et tout. Genre, t'as des trucs. Après, il n'y a pas non plus de fumée sans feu. Tu vois, il y a des trucs, des ambiances et tout. Il y avait un peu de réalité, mais on est des années-lumière. Surtout en France, on n'est pas la même culture que les chirurgiens américains. Je vois. Le truc qui m'avait calmé, alors déjà, mon niveau en maths, etc., je m'étais dit, est-ce que j'ai vraiment envie de me cogner 15 ans d'études? Parce que quand tu es en terminale, tu dis, tu vois le truc, ça impressionne quand même, je trouve. Et même en prépa, tu vois, où j'ai fait 2 ans de prépa, des concours, et c'était quand même ultra exigeant, je me dis 2 ans, c'était bien. Je ne suis pas sûr que j'aurais voulu en faire 5 ou 6 pareil, tu vois. Et le truc qui m'a calmé, en fait, c'est que je me suis dit, si je fais médecine, je vais être qu'avec des gens qui sont malades, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la détresse, et je suis pas sûr psychologiquement d'avoir envie de passer ma vie à faire ça. Et quand tu parlais de glamour et de contexte social un peu différent dans la médecine plastique, dans la chirurgie plastique, tu as l'impression que ça tient au fait que vous n'êtes pas face à des gens qui sont vraiment au fond du trou, qui sont en détresse vitale, qui sont On a beaucoup de gens pas malades qui viennent… C'est vrai que c'est une… Émotionnellement, c'est une charge un peu moins lourde à porter, tu as moins de charge mentale là-dessus? Ou même pas? Attends, ça dépend comment tu vois le truc, parce que effectivement, moi j'ai fait des stages en tant qu'étudiant dans les services avec des enfants qui avaient des cancers, et tout comme ça, c'est l'horreur. Franchement, humainement, ils sont admirables, mais pas que les médecins, les infirmières et tout, il faut se blinder parce que tu t'effondres à H24 sinon. Et nous, c'est le contraire, donc tu as des gens pas malades. Ce qui génère quand même un certain stress, parce que quand tu as quelqu'un qui n'est pas malade et qui te confie sa santé,
ou sa vie, ou sa beauté. Il est arrivé, il était bien. Pourquoi est-ce qu'il repart? Donc, il est en morceaux. Une forme de stress extrêmement spécifique et très aiguë. Très aiguë. Et l'autre truc que tu as aussi, l'autre forme de stress quand tu es chirurgien plasticien, c'est que tout le monde est critique de ton travail. Quelqu'un qui est un cancérologue, le grand public ne va pas dire il aurait dû lui mettre tel protocole de chimio. Ou alors tu arrives avec une jambe arrachée, t'es chirurgien militaire, ok, on vous a recousu, c'est moche, mais au moins t'es en vie et puis tu bois plus, quoi. Okay. Moi, j'ai compris ça le premier jour où j'ai été interne, où au bloc, les infirmières me disaient non, c'est trop gros, c'est trop petit, machin. Et je me suis dit bon, mais c'est comme ça. Et en fait, oui, c'est comme ça tout le temps, pour tout le monde. Bon, voilà, ça fait partie du game, c'est un truc, tu n'y penses pas au début, mais tout le monde. Parce que la beauté, l'esthétique, tout le monde a une opinion dessus, un point de vue, mais tout le monde, moi j'ai passé des centaines de repas quand on présente des gens qui me disent toujours les mêmes trucs. Du genre l'esthétique, encore la reconstruction je comprends, mais l'esthétique je comprends pas. Tu vois, des trucs comme ça, les phrases un peu poncifs, les phrases bateau. Enfin, c'est bateau, je dis pas, c'est pas con, c'est pas bête du tout, mais tout le monde a une opinion. Et c'est vrai que j'avoue, tu dis je suis oncologue, je suis cancérologue, les gens se disent je suis contre, on dit pas je suis contre. Non, moi le cancer c'est pas mon truc. Non, mais les oncologues vous aurez pas. C'est vrai, je pense que les gens se disent ok, vous êtes un ponte, ok c'est sérieux, ok je ferme ma gueule, mais il y a assez peu de débats, alors que là effectivement t'es avec une discipline médicale qui est extrêmement pointue, qui demande un apprentissage qui est hyper exhaustif, et pour autant, tu es quand même jeté au milieu des lions dans le cadre de l'opinion publique et du regard de tout le monde, parce que par définition, l'objet de ta pratique, il est inscrit dans la livre de chair, mais dans l'identité des gens, dans la reconstruction et dans comment les gens se perçoivent en fait. Ouais, c'est exactement ça, et les gens ont une opinion. Alors, ils ont raison d'avoir une opinion, mais il y a des gens qui sont contre, etc. Et on le voit même pour les patients, c'est-à-dire que les patientes qui ont des vrais complexes, mais les complexes c'est hyper intérieur. Hein. Le complexe il n'est pas proportionnel au défaut physique, tu vois. Tu peux avoir une bosse sur le nez et machin et t'en foutre complètement, et tu peux avoir un tout petit défaut et ne pas vivre. Et ça, on est confronté à ça toujours, tu vois, quand on parle de notre métier, mais pourquoi elle s'est fait opérer, elle n'avait pas besoin, elle ne mettait pas dans sa tête, peut-être qu'elle est très complexe. Enfin, c'est son image et la façon dont elle la gère. Ouais. Et ça, c'est un métier sur lequel, une profession médicale, sur lesquelles tout le monde a une opinion positive, négative, mais tout le monde a une opinion dessus. Et c'est spécifique, parce que tu vois, encore une fois, on reprend l'exemple du cancérologue, personne ne se dit « Ah ouais, non, moi je suis contre les cancérologues, c'est la nature, le cancer, il faut laisser faire la nature. » Personne ne dit des trucs comme ça. C'est un truc de ouf, ça. L'argument des gens qui sont potentiellement contre la médecine ou la chirurgie plastique, c'est quoi généralement? C'est « Je pense qu'on devrait s'assumer comme on est, il faut s'accepter comme on est, et si tout le monde commence à tout changer, ça devient du consumérisme et c'est de la triche. » En gros, c'est ça. C'est une opinion. Moi, je trouve que c'est une opinion qui est respectable. Hein. Il faut s'accepter. C'est même moi aussi, je pense ça. Et c'est bien. Enfin, je dis pas c'est bien de s'accepter. Mais dire il faut s'accepter, ça veut rien dire. Oui. Voilà. C'est comme il faut être soi-même, quoi. Il faut être soi-même. Ou alors aller voir quelqu'un qui est, je sais pas, un anorexique, qui a une pathologie et lui dire non, mais il faut manger. Ou quelqu'un qui est dépressif et non, mais là, il faut avoir le moral. C'est des invocations, ça n'a pas de sens. Donc il faut s'accepter, oui, mais ça on le voit beaucoup dans l'air du temps. Il faut s'accepter, l'acceptation. C'est très bien l'acceptation, mais des fois c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas. Ou alors ça leur demande un travail de psychothérapie de plusieurs années, ou alors ils ont recours à la chirurgie esthétique. Mais de l'extérieur, on ne peut pas dire ton défaut n'est pas assez important pour que tu te fasses opérer. C'est comme juger de la souffrance des autres, c'est impossible en fait. C'est ça. C'est tellement subjectif que… Et ça, je le vois tout le temps. Et bon, alors, ça ne m'énerve pas, mais j'aime bien expliquer aux gens. Il faut de la pédagogie, hein, je vois des fois. Mais pourquoi vous l'avez opéré son nez n'était pas moche. Mais on voit ça tout le temps, Et c'est jugé effectivement faut s'accepter. C'est vrai que la chirurgie, on change la nature, il y a des cicatrices, c'est dangereux, tout ce que vous voulez, mais il y a des gens, c'est les patients qui en parlent le mieux. Ils disent ça mieux que moi. Ceux qui n'arrivaient pas à s'accepter, et chez qui la chirurgie a vraiment décoincé un truc et ils se sentent mieux dans leur vie après. On le voit, nous, des fois, on voit des patientes qu'on voit en consultation. Bon, voilà, elles ne respirent pas forcément la joie de vivre et tout, et on les opère. On les revoit en consultation, en suivi 6 mois après. Elles sont toutes pomponnées, toutes maquillées. Elles sont pas les mêmes. Elles s'assument différemment, leur posture est différente. Elles sentent qu'elles sont bien, elles sentent qu'elles sont mieux et tout. Et là, on se sent… Là, tu te dis, ok. Là, cool. Là, j'ai bien fait mon travail. Je l'ai aidé, je l'ai soigné et tout. Ça, c'est le top.
Après, une patiente qui vient pour une coquetterie, entre guillemets, parce qu'il y en a aussi, hein, il y en a qui veulent être plus jolies, etc., etc. Quand on le fait bien et que tout se passe bien, c'est sympa. Mais c'est pas aussi sympa en tant que médecin, parce qu'on reste quand même vraiment des médecins. Ouais. C'est quand vraiment on sent qu'on a aidé quelqu'un, mais là c'est le top. On se régale de ça, on vit pour ça. Hein. Franchement, c'est le meilleur truc du boulot. C'est génial. Tu parles de complexe. Est-ce qu'avec la pratique maintenant, ça fait longtemps que tu exerces, tu es capable potentiellement de voir quelqu'un arriver dans ton bureau et avant qu'il ouvre la bouche, de savoir à peu près de quoi il va te parler ou d'orienter en se disant je pense qu'elle va me dire qu'elle n'aime pas son menton, l'ovale de son visage, son nez, ses oreilles. Bon, déjà, des fois on peut voir parce qu'on voit quelque chose, un défaut entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais un défaut physique. Ou une particularité. Ouais. Mais bon, déjà il faut déjà se taire parce que il m'est déjà arrivé quoi que ce soit, on est d'accord. Il m'est déjà arrivé. Alors vous venez pour vos oreilles, non je les kiffe. Exactement. Ah, bon alors oublions. Ah pourquoi vous pensez que je devrais y aller? Non, exactement ça. Non, les gars. Ça m'est arrivé, mais c'est une erreur. J'étais en tout début de carrière et je vous reste un jeune homme, je crois, qui rentre. Il rentre dans le bureau et vraiment, il avait les oreilles mais méga décollées comme ça. Il était comme ça. Ouais. Et vraiment, et donc il s'assoit et je lui dis un truc sur ses oreilles. Enfin, pour moi, c'était tellement évident. Et en fait, il venait pas du tout pour ça, quoi. Merde. Je me suis dit putain, mais deuxième vraiment, complexe. Je suis vraiment con. Et donc, pour répondre à ta question, faut savoir. Tu es là pour répondre à leurs besoins, mais tu n'es pas là pour. Mais est-ce qu'on arrive à préjuger Tu as peut-être des idées parce qu'il y a maintenant des canons de beauté qui correspondent à des attendus et que tu vois à quel point les gens potentiellement dévient de ça ou pas. Oui, tu as un petit peu. En fait, avec l'expérience, tu vois qu'il y a des profils types de patients qui se dégagent, comme des profils de gens au boulot. Voilà. Donc, ça peut un peu t'orienter, tes choix, ta façon de consulter, ta façon de travailler. Mais il faut quand même, l'être humain est complexe, tu le sais. Donc, il faut quand même être très modeste et surtout être vraiment à l'écoute parce qu'il y a beaucoup de pièges. Hein. En vrai, ça t'arrive de te dire, d'entendre un patient, d'être sur le premier entretien, l'anamnèse, tu le découvres un peu, tu fais son historique et je sais pas, la personne te dit ouais, j'aimerais bien refaire mon nez et tout. Et toi, tu te dis ouais, ok, pas de souci et tout. Et dans ta tête, tu es en train de penser, en vrai, son nez il est bien. Par contre, telle ou telle particularité, si on avait vraiment dû changer un truc, ça aurait été peut-être plus légitime de commencer par là. Ouais. Des fois, je pense ça. Des fois, il faut le dire parce que c'est pas pour créer un autre complexe, mais des fois, il y a une mauvaise analyse. Je vois, ok. Genre, ouais, j'aime pas la forme de mon visage et mon menton, si vous pouvez les changer. En fait, ça vient pas du menton, ça vient peut-être de l'arc des pommettes. C'est ça. Okay. Attention, votre nez, il n'est pas trop long. C'est parce que comme vous avez le menton en arrière, votre nez paraît long. Regardez, je vous fais en simulation, je leur avance le menton. Ah ouais. Ah oui, non, mais en fait, oui, d'accord. En fait, mon nez, il est très bien. Et voilà. Donc là, ça, c'est le métier de médecin. Après dire ça, là, je suis dans mon cadre de conseiller de médecin. Après dire, ça, vous avez pensé à faire un peu cette ride? Non, ça, je le fais pas. Okay, même quand les patientes, parce qu'il y a des patientes aussi qui ont cette demande, je dis des patients et des patientes. C'est plutôt patientèle est encore assez féminine, c'est 90%. C'est la question que j'allais te poser. Je t'entends beaucoup utiliser le féminin, mais c'est quand même 90% de femmes. Moi, alors il y a de plus en plus de patientèle masculine, mais ça reste encore aujourd'hui une forte prédominance féminine. Et des fois, donc il y a des patientes ou des patients qui disent qu'est-ce que vous feriez sur moi? Alors je viens, je me sens un peu visage fatigué. Qu'est-ce que vous pouvez proposer et tout? Ça, je réponds pas trop à ça. C'est bizarre parce que tu dis faites du sport, dormez mieux, hydratez-vous, mangez mieux déjà ça va. Ouais, alors ça c'est vrai que c'est hyper important. Peut-être on y reviendra là-dessus, mais c'est vrai que pour moi c'est le truc numéro 1. La chirurgie c'est la dernière solution. Ultime ratio avec l'homme. Mais je leur dis non, je dis pas, je propose pas. Qu'est-ce que vous feriez sur moi? Je dis non, moi je ferais rien. Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous complexe? Et c'est vrai qu'il y en a qui savent pas. C'est marrant parce qu'ils ont un sentiment général de mal-être ou peut-être d'inadéquation ou de ne pas avoir l'impression que leur physique est top, mais ils ne savent pas exactement pourquoi et ce qui pourrait changer. Pas toujours. Donc là, on est dans une vraie logique consumériste de j'ai pas un truc en particulier qui me dérange, mais j'aimerais bien être mieux, un peu plus beau gosse et rajouter un petit 10% de comme si tu mettais un filtre sur Instagram. Non, pas forcément, parce que ça peut être des gens aussi qui se trouvent pas beaux, mais ils savent pas d'où ça vient. Il y a une souffrance. Ils n'ont pas d'œil critique. Esthétique ou d'accord. Il y en a qui ont, c'est pas forcément un truc comme ça peut être aussi des gens qui ont une vraie souffrance.
Ah non, non, c'est pas facile. Parce que toi, tu peux pas dire, bon, alors, l'état des lieux, bon, déjà, vos pommettes, elles ressemblent à rien, votre menton, il va en couille, votre nez, regardez, qu'est-ce que c'est que ce nez, voilà. les oreilles et tout, machin. Ah ouais, c'est dur parce que un y a des chantier, gens, le tu bordel. peux leur dire. Oui, bah, tu pourrais proposer des traitements, il y a des centaines, donc tu peux proposer plein de trucs, et après, bah, il faut être pragmatique. Les gens, ils ont. Voilà, tu peux pas faire ça. Donc, ça fait partie du métier, mais c'est les côtés intéressants. Hein. Moi, je trouve ça passionnant. Il y a 1000 façons d'aider les gens, hein, mais tout ce qui est autour de l'acte technique lui-même, c'est hyper intéressant. C'est ce qui donne le côté un peu noble du métier, quoi. Ouais. Mais tout ça, évidemment, si vous regardez, tapez chirurgie esthétique sur Google, vous n'allez pas trouver ça. Vous allez trouver la télé-réalité, vous allez trouver. Bien sûr. Mais il y a toute une autre facette qui est beaucoup plus intéressante. Évoquons la télé-réalité. C'est un truc que je consomme absolument pas, mais je suis certain que malheureusement, probablement pour toi, mais c'est peut-être une déduction que je fais, c'est peut-être pas malheureux, que la télé-réalité et ses potentielles dérives ou déboires ces dernières années a une grosse influence sur ton métier ou au moins sur la psychologie de ta patientèle. Alors, oui. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas du tout. Okay. Mais je trouve que le lien en fait, entre la chirurgie plastique et la télé-réalité, il est grotesque. En vrai, il n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que c'est le rapport? Bon, les candidates de télé-réalité ont souvent recours à la chirurgie plastique, parfois un peu à outrance, et surtout le montrent en spectacle. Pas dans le cadre des émissions, mais en dehors sur leur réseau. Ah tiens, je me refais injecter par tel ou tel, regardez et tout. Ça, bon, je trouve que franchement, c'est pas bien parce qu'ils ont une audience qui est très jeune, influençable et tout. Et la chirurgie, la médecine, c'est pas un spectacle. Il n'y a pas à montrer ça comme regardez, ce soir, je sors là, regardez, je me suis acheté une nouvelle robe. Non. Ça, déjà, c'est une erreur morale qu'ils font. Ils ne devraient pas faire ça parce qu'ils ont un auditoire qui est jeune, influençable, pas encore complètement construit, qui n'a pas forcément tous les outils de construction mentale pour avoir un regard critique. Donc, ça, je pense que c'est une erreur morale qu'ils font. Mais alors pourquoi c'est relayé? Le problème, c'est que eux qui fassent cette erreur morale sur leur réseau et tout. Mais dans les médias, ils devraient arrêter les journalistes une responsabilité. Qu'est-ce qu'on passe? Vous tapez chirurgie plastique sur Google, vous n'allez jamais tomber sur une nouvelle technique inventée par chirurgien, il s'est greffé une main et tout. Non, c'est machine, regardez, elle a un nouveau cul, regardez. Mais c'est les médias. Parce qu'il y a un côté croustillant, etc., mais qui mettent vachement en avant la télé-réalité et la chirurgie plastique et les rapports entre les deux. Mais ne faites pas ça, on s'en fout. On s'en fout, ça n'apporte rien de positif. Ni pour la chirurgie plastique, parce que ça donne une image mauvaise, et pour les patients, pour les gens imaginent que c'est ça la chirurgie plastique. C'est pas ça la chirurgie plastique. La chirurgie plastique, c'est monsieur, madame, tout le monde. Enfin, 99,9% de la chirurgie plastique, c'est monsieur et madame tout le monde qui ont des complexes. C'est pas se faire la plus grosse poitrine possible pour passer à avoir un casting et tout. C'est pas ça. Et donc ça donne une mauvaise image. Et même au niveau de la santé publique, pour la santé mentale, alors je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais pour la santé mentale des jeunes, moi je pense surtout, bon, quand on a 30 ans, on a l'esprit aiguisé, l'esprit critique, et quand je parle avec les patientes, je vois qu'elles sont critiques par rapport à ça. Normalement, encore pas tout le monde. Mais quand on a 15 ans, qu'on est en pleine adolescence, qu'on se sent mal dans sa peau, etc., on voit ça, on se dit « Ah ouais, il faut que je fasse de la chirurgie plastique, elle a réussi, elle est belle, il faut que je fasse pareil. » Enfin, non, montrez pas ça, montrez des trucs positifs, mais bon, parce que là je me bats contre des moulins. Parce que en t'entendant parler, je suis en train d'échafauder une petite théorie, tu me dis si c'est grotesque ou pas, mais j'ai l'impression que la télé-réalité, d'une certaine façon, sur ces 10-15 dernières années, est un peu devenue socialement la barrière, ou au moins le tremplin ou la passerelle entre monsieur et madame tout le monde et le potentiel statut de star. Avant, pour être une star, il fallait ou avoir du talent ou avoir un physique exceptionnel, ou les deux. Et t'étais Brad Pitt, Angelina Jolie, et t'étais dans les Happy Few, voilà. Et depuis la télé-réalité, t'as des gens qui sont des gens comme tout le monde, qui par leur exposition sont devenus des stars. Et l'accès à la chirurgie esthétique, tu as l'impression que c'est le deuxième wagon pour ces gens-là de j'avais rien d'extraordinaire, j'ai pas spécialement ni de talent ni de charisme, mais je me suis fait refaire le même cul que J-Lo ou le même physique qu'Angelina Jolie, et du coup au moins maintenant, de loin, on a un peu l'impression que je suis dans la même case. Ah ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, comme si les gens du commun des mortels se disaient si mon influenceuse préférée qui a fait de la télé-réalité arrive à 2 millions d'abonnés simplement en ayant fait refaire sa poitrine, ses fesses, etc., peut-être que si je fais la même chose, ça me donne les attributs que ces filles qui finalement étaient comme les autres et comme tout le monde
ont utilisé pour pouvoir se propulser au rang de star et gravir l'échelle sociale en fait. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Comme si c'était un attribut en fait, tu vois ce que je veux dire? Comme si tu arrivais à acheter ou à acquérir. Et on le voit, tu vois, tu as vu des mèmes, je pense, sur Instagram de t'es pas moche, you're not ugly, you just broke. De mecs ou de nanas qui ressemblent à rien quand ils ont 15-16 ans, même dans la famille Kardashian et tout, et juste parce que les parents sont blindés et qu'ils sont assis sur des fortunes, bah ouais, ils pimpent leur ovale du visage, ils font un fox eye, ils font un truc et tout. Et waouh, magiquement, à 25 ans, les meufs, c'est des bombes, tu vois. Ouais, on existe. Ouais, t'as raison, mais on est dans une société du paraître, on est dans une société de l'image, etc. Il faut être critique par rapport à ça. Après, bon, les gens, ils essaient de s'en sortir du mieux qu'ils peuvent dans la vie avec les outils qu'ils ont. Bien sûr, ouais. Paraître plus beau, si ça peut les aider à se sentir mieux. C'est vrai que bon, pour certaines personnes, ça peut paraître futile, l'apparence. Pour d'autres, c'est extrêmement important. Mais psychologiquement, tu bénéficies d'un gros avantage, l'effet de halo. Il y a beaucoup de trucs dans les sciences cognitives qui montrent que plus tu es beau et plus tu es socialement adéquat, mieux tu t'en sors. Bien sûr. Ça c'est prouvé socialement. Et puis non, ce que je reproche à ça, la télé-réalité, bon, moi je regarde pas. Moi, les personnages, se clasher, tout ça et tout, je m'en fous. J'ai pas de jugement par rapport à ça. Ça trouve écho. Voilà, c'est le truc de notre société d'aujourd'hui. C'est comme ça. Bon, je suis pas fan, mais bon, c'est pas mon. Je suis personne pour critiquer ça, qui sont ce qu'ils font, etc. Mais là où je suis très critique, c'est sur la chirurgie plastique. Ils ne devraient pas montrer faire du spectacle de ça. Ça ne doit pas être un spectacle. Et deux, je reproche aux médias de relayer ça comme machine a rompu avec je sais pas qui. Et que ça devienne un accessoire au final. Que ça devienne un truc comme il a acheté une nouvelle bagnole, ils ont fait une sortie là, elle s'est fait refaire les seins. Non, parce que ça, c'est pas bon, c'est délétère. Je le dis encore une fois, et les gens qui regardent ça, qui sont consommateurs de ça, peuvent être des gens influençables. Et derrière, il y a de la médecine, c'est du lourd, c'est grave, c'est la santé des gens. Santé mentale et santé physique, parce que on voit des personnes, des patientes arriver, on en voit de plus en plus, ça répond à ta question de tout à l'heure, qui arrivent dans un cabinet de médecine, mais elles ne devraient pas y être, elles ne savent pas ce que c'est, elles ne comprennent pas ce que c'est la médecine. Elles se disent, non, j'ai vu ça, je veux faire pareil. Limite, tu fais ça dans un bar à ongles au fin fond du 19e, et c'est pareil. Elle dit, mais attends, ça, ce que tu veux, c'est d'accord, ça engendre ça. Voilà. C'est 3 semaines de convalescence. Tu peux mourir. Non, voilà. Et donc, il faut remettre en perspective. Et ça, c'est pas normal. Donc ça, je suis hyper critique par rapport à ça. Et donc, pour conclure avec ça, parce que ça, franchement, c'est des trucs qui m'horripilent, la télé-réalité et la chirurgie plastique, il devrait y avoir aucun lien. Qu'elles en fassent, que les candidats en fassent sur eux, très bien, qu'ils aient la tête qu'ils ont envie d'avoir, mais arrêtons d'en faire un spectacle. Il faudrait qu'eux arrêtent d'en faire un spectacle et que les médias, les trucs, voici, tout ça, je sais pas, je dis voici. Arrête de l'accessoiriser. Arrête de faire comme si c'était normal, de commenter, de mettre en avant voilà, c'est pas normal. C'est pas normal et c'est dangereux. T'as pas l'impression aussi que les gens se permettent de commenter quand tu disais tout le monde a un peu son avis là-dessus et tout, parce que ça permet de voir un peu le métalangage ou au moins de détecter le subterfuge, c'est-à-dire ah ouais, cette meuf elle est ultra belle, bah si elle est ultra belle en étant totalement naturelle, bon bah ok, elle a du bol, elle a une génétique incroyable, donc peut-être qu'elle est à un stade qu'on n'atteindra jamais, mais si on a le sentiment qu'elle était comme nous et qu'en fait elle est ultra belle maintenant parce qu'elle a fait ça et ça, bah en fait ouais, c'est accessible à tout le monde et moi je peux me permettre d'être pareil, si jamais j'avais l'argent je ferais la même chose en fait. Ouais, mais ça me C'est probablement de la jalousie, mais ça permet de descendre en tout cas les gens de leur piédestal potentiel et de se dire en fait ils sont comme nous. Ouais, mais ça je trouve ça plutôt positif entre guillemets, c'est-à-dire que être beau naturellement c'est génial, mais on a quel mérite à être beau naturellement? Enfin si, il faut avoir peut-être faire du sport, etc. Pour avoir ta plastique. Non, mais je veux dire, avoir une bonne génétique, etc. Bon, c'est chouette, mais bon, je trouve pas que quelqu'un qui ait sa poitrine refaite ait moins de valeur, quelqu'un qui a la poitrine, une jolie poitrine naturelle. Tout ça, c'est le naturel. Moi, le naturel, si vous voulez, c'est
je comprends ce que veulent dire les gens, ça m'intéresse, le naturel, mais ça ne veut rien dire. En vrai, un cancer, c'est naturel. Qu'est-ce qu'on fait? On ne se soigne pas, c'est la nature. On se regarde, aller dans la forêt, ramasser d'antibiotiques. Voilà, aller dans la forêt, ramasser un champignon naturel, et en fait, en 3 heures, vous êtes modèle. Tu fais une bonne omelette. Non, donc le naturel, c'est bien, mais bon, ça a ses limites. Puis qu'est-ce qui est naturel? Les vêtements, se couper les cheveux, se maquiller, se brosser. Enfin, je comprends le truc. Après, je pense que les gens qui disent ça ont raison, dans le sens où ils le disent pour critiquer ce qu'on appelle le surgical look, c'est-à-dire le look opéré à outrance. Ou à 15 mètres, tu vois que c'est refait voilà, partout. Et qui n'est pas beau. Mais oui, alors le naturel par opposition à ça, d'accord. Mais après, tout dépend de ce qu'on entend sur le mot naturel. Là, j'ai fait une petite question-réponse la semaine dernière, ça m'a amusé. Vous avez un traitement naturel pour les rides du front? Et je ne sais pas si tu as vu, je dis oui, il y a une substance naturelle qui est fabriquée par une bactérie, ça s'appelle la toxine botulique, ça s'appelle le botox, et ça soigne les rides du front. Et donc voilà, j'ai fait exprès pour le chauffer, c'est qu'il avait posé cette question parce que. Mais c'est bien, ça déconstruit les catégories de jugement et ça permet aux gens. C'est comme si tu dis mais non, je bois pas ça, c'est plein de produits chimiques. C'est-à-dire de l'eau, du gaz carbonique, du dioxygène, de quoi on parle? C'est un peu l'air du temps où il y a moins de nuances et Il y a un truc qui m'a amené à me poser cette question, mine de rien. C'est, alors j'allais dire, tu connais pas, probablement, mais c'est évidemment que si, mais tu sais, les gens qui se mettent des facettes dentaires. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Si, okay. Des toi, t'en poses pas parce qu'il doit falloir être. Non, c'est des dentistes qui font ça. Ok. En fait, je savais pas ce que c'était jusqu'à ce que je m'intéresse à la technique et que je regarde par curiosité. Et moi, je pensais que c'était, comme son l'indique, des facettes, c'est-à-dire des facettes qu'on mettait devant les dents. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas des facettes qu'on met devant les dents, c'est des espèces d'implants ou de sur-dents qu'on met par-dessus les dents. Sauf que pour les gens qui ne seraient pas familiers de cette sombre affaire, pour pouvoir mettre les capsules en forme de fausses dents sur les dents, il faut diminuer la taille des vraies dents, ce qui veut dire qu'il faut les limer, les tailler. Et en fait, c'est pour la vie, hein. C'est un choix à vie. C'est ça. Et en fait, j'ai vu dans le cadre de mes recherches la tête des gens en pré-op après avoir subi l'opération de je te lime les dents pour que les fausses dents puissent s'imbriquer dessus. C'est horrible. C'est-à-dire que tu as l'impression de voir Lord Voldemort avec 3 mini chicots de bébé renard et il n'y a plus rien en fait. Mais moi j'ai la même chose. Alors ça c'est des trucs de dentisterie, j'ai pas une grande expertise, mais c'est exactement comme ça. Mais en chirurgie plastique, une augmentation mammaire c'est pareil. Quelqu'un qui a peu de poitrine, tu mets des prothèses. Si tu enlèves les prothèses, la peau elle s'est expansée, elle tombe. Donc tu as détendu la peau, donc tu peux pas. Donc ça veut dire que c'est des choix à vie. Les gens qui le font en fait, ça veut dire une chose. Ça veut dire que si on se lance là-dedans, il faut y réfléchir avant. Bien sûr. Ce qui n'est pas forcément le cas. Il faut être capable d'assumer le budget parce que je présume que du coup ça signifie des soins dentaires à vie pendant tous les 10 ans. Les prothèses, il faut les changer souvent à 10-15 ans, donc il y a un nouveau coût, et puis on ne revient pas à l'état initial. Il y a la cicatrice, il y a la peau qui est… Donc ça c'est des choix à faire, mais ça c'est des choix personnels qui se font entre la patiente et puis évidemment son médecin, son chirurgien. Mais il faut bien expliquer les choses, il faut bien comprendre les enjeux. C'est des choix, on ne revient pas en arrière. En fait, ça me paraissait signifiant dans le parcours psychologique, mais j'avoue que je n'avais pas fait le parallèle avec, par exemple, une augmentation mammaire. Mais pour moi, détruire un capital naturel pour le coup, santé, tu as des dents qui sont fonctionnelles, qui ne sont pas pourries, qui marchent, qui font leur taf, même si elles ne sont pas magnifiquement… C'est-à-dire que tu as des dents complètement pourries et tu veux mettre ça par-dessus. C'est compréhensible, mais tu as des dents qui sont à peu près blanches, à peu près alignées, saines et fonctionnelles, et tu vas les défoncer pour pouvoir mettre un truc qui va être peut-être 10% mieux, ou encore pas forcément mieux, mais juste socialement plus standardisé parce que tu as le look, ça y est, le sourire Colgate. Je pense que ça en dit long sur ce que les gens sont prêts à faire pour pas nier leur nature, mais genre tirer un trait sur leur intégrité physique réellement. Parce que si on te lime les dents et qu'une fois qu'elles sont limées, je sais pas, je schématise, c'est probablement pas le cas et c'est pas possible, mais on dit ah bah monsieur en fait on s'est trompé, on peut pas vous mettre les facettes parce que vous avez un allèle récessif qui fait que la greffe prendra pas, vous resterez comme ça. Mais tu tires une balle. Enfin, t'as raison. C'est horrible, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais pour la beauté, les gens se sont… Alors, premièrement, déjà, la chirurgie, c'est une mutilation. Hein. Tu sais, la chirurgie, c'est une mutilation consentie. C'est vraiment intéressant que tu en parles comme ça. C'est une mutilation consentie, évidemment, etc. Mais c'est une mutilation. Mais se mutiler entre guillemets pour la beauté, tu sais que ça a toujours existé. C'est millénaire. Les tatouages, les scarifications, bien sûr. Les chats qui se bandaient les pieds pour pas qu'ils grandissent, les anneaux sur le cou, les femmes Karen, les Lizou et tout. Ou même les scarifications ethniques. Donc, mais c'est très spécial.
Pour moi, c'est des trucs qui sont très personnels. Et je ne suis jamais dans le jugement. Je ne suis pas dans le jugement. Les gens, que quelqu'un se fasse un tatouage, parce qu'un tatouage peut être la même chose. Quelqu'un se fasse des facettes, un tatouage, une chirurgie. Voilà, chacun est libre de ses choix et tout. Il faut simplement qu'il soit éclairé. Nous, en médecine, la notion de consentement éclairé, ça veut dire que les gens, ils ont compris les enjeux, quoi. Il faudrait qu'une fois qu'ils ont compris les enjeux, une fois que tu les as mis face à leurs responsabilités, qu'ils font le choix en toute connaissance de cause, qu'ils ont le recul critique pour pouvoir décider comme il faut. C'est leur corps, si tout le monde est autre. Mais c'est spécial, oui, effectivement. C'est pas une démarche de soins comme quand on est malade et tout. Là je suis d'accord avec toi. C'est la transformation corporelle. D'ailleurs, souvent, en fait, on voit des gens qui se transforment. On avait un mec à Montpellier, il est parti vivre au Mexique, là, il s'appelle Black Alien sur les réseaux, là, qui se fait tatouer tout le visage, il se fait couper la langue, il se fait faire plein de trucs comme ça. Et on me demande souvent, mais c'est qui les médecins qui acceptent de faire ça et tout? Mais c'est pas des médecins, c'est pas des médecins qui ont, lui s'est fait amputer les oreilles, mais dans le cas il veut changer, il veut se transformer en alien, etc. Donc les gens qui font ça, je sais pas qui je le fais à Barcelone et tout, mais c'est pas des médecins. Les médecins, on n'a pas le droit de faire ça, on doit quand même, les actes qu'on fait doivent quand même s'inscrire dans une démarche de soins. Donc quand c'est des actes d'esthétique, c'est des démarches de soins psychiques, entre guillemets. J'ai une question intéressante. Enfin, non. J'ai que des questions intéressantes. Tu n'as que des questions intéressantes. J'ai un truc qui m'intéresse, sur lequel j'ai envie de te poser une question, sur la potentielle standardisation de la beauté. Ah ouais, ça c'est hyper intéressant. Quand je vois tes stories, alors tu fais beaucoup de rhino. Pas de rhinocéros, de rhinoplastie, donc aussi beaucoup de nez. Aussi. Pourquoi? Parce que je perds des trucs. Ils sont petits comme ça, ils arrivent après, ils font 8 tonnes. Le rhino, c'est un truc que tu kiffes, passion. D'accord. Mais parce que tu es doué là-dedans ou parce que juste t'aimais ça ou t'aimes l'aspect psychologique qui est lié à la reconstruction du nez Non, l'aspect psychologique est très éprouvant, c'est très dur. Mais, pour toi? Ouais, pour les patientes, pour moi aussi. C'est l'opération où il y a qui cristallise le plus d'attente, de déception. Parce que c'est souvent des trucs en mode j'ai le nez de mon père ou je vois mon grand-père qui m'a violé quand je me regarde dans le miroir. C'est des trucs comme ça. Il y a ça, mais même dans les trucs moins dramatiques, les patientes se voient. Déjà, les résultats mettent des mois et des mois à bien se définir. Des mois, généralement 12 mois. Je savais pas. Le temps que ça prenne sa forme, l'œdème dégonfle et on se voit H24. C'est pas comme et tout le monde le voit. C'est pas comme la poitrine ou même si. Oui, tu peux le dissimuler pendant 3 ans. Donc non, c'est très éprouvant. Donc là, ça je le faisais plutôt. J'aurais pas mis éprouvant comme adjectif dessus, mais d'accord, ok. Ça dépeint une réalité que je maîtrise pas, je pense. C'est dur. C'est dur pour les patientes, c'est très dur. C'est l'opération la plus dure et pour le chirurgien aussi. Techniquement et moralement, c'est. On le voit, c'est compliqué. Et alors, je ne sais plus le début de ta question. Le début de ma question, c'est est-ce que est-ce que tu fais ça par kiff ou par vocation ou c'est le truc que tu préfères faire, mais ok, j'ai une partie de réponse. Et le début de ma question, c'était la standardisation de la beauté, parce que je sais que ce qui me frappe et ce qui frappe probablement la plupart des gens, et c'est peut-être quand tu disais le surgical look, c'est que tu as l'impression, genre par exemple, je ne vois jamais dans tes stories sur des rhinos qui esthétiquement sont ultra bien exécuté et quand tu fais tes avant-après au bloc, tu dis mais attends, c'est pas possible, genre il n'y a pas une goutte de sang, il n'y a pas un truc, il n'y a pas une cicatrice, c'est parfait et ça n'a rien à voir de A à Z du début à la fin. Mais pour autant, ça va plus ou moins toujours dans le même sens. C'est-à-dire que genre le nez, c'est jamais des petits nez aquilins retroussés comme ça qui se transforment en gros nez busqués avec une cambrure inversée concave. Tu vois, genre, c'est toujours plus ou moins dans le sens d'un rétrécissement et d'un infléchissement de l'intérieur vers l'extérieur. Alors tu parles pas, c'est pas la standardisation de la beauté, c'est plutôt les canons de beauté. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau? D'accord. Qu'est-ce qui est considéré comme beau, qu'est-ce qui est... d'accord. C'était ça la question. En fait, les deux sont des bonnes questions. Les canons de beauté, ça c'est des critères qui sont dépendants d'une époque et d'une culture. Je dis toujours ça, mais je vous défie, regardez les peintures du Moyen-Âge, regardez les rois et tout, je vous défie de trouver une jolie femme, quelqu'un de beau. Les ils sont livides, ils sont avachis, ils ont des têtes, enfin non. Donc, donc c'est vraiment dépendant d'une culture. Et puis ce qui est beau au Japon n'est pas la même chose qu'aux États-Unis, etc. Et ça, c'est en train de changer avec justement la standardisation, c'est plutôt ça. Mais c'était sensible quand tu as commencé? Genre ça, tu faisais des colloques, l'aspect international,
international, il est ultra intéressant aussi. Genre, tu rencontrais des médecins américains, Ouais, asiatiques et tout, tu te rendais compte que Ouais. les mecs, 90% de leur job, c'était des trucs que toi, tu faisais absolument pas et inversement. Ouais, c'est encore le cas, mais il y a ce qu'on appelle la kardashianisation, c'est-à-dire que tu vois, tout le monde veut un peu le même type de beauté maintenant. La même silhouette, les mêmes sourcils, le même nez, etc. Mais alors après, pourquoi on veut tel ou tel nez, ou plus de poitrine, etc. Ouais. Ça, c'est très compliqué, les canons de beauté, les critères de beauté, parce que bon, la beauté, c'est quelque chose de subjectif, c'est un sentiment, c'est une émotion, la beauté. Alors pourquoi et ça, c'est très compliqué. Il y a des philosophes qui ont fait des tomes là-dessus. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau. Bon, c'est passionnant, moi, je n'ai pas les réponses, absolument pas. Le plus important, c'est la perception personnelle. Alors, il y a plusieurs théories ou plusieurs conceptions de la beauté. Ce qui est, on va dire, tout ce qui est, se rapproche de la norme est beau. Il paraît que quand tu fais la moyenne un peu de… chaque cerveau fait la moyenne un petit peu de tous les visages qu'il connaît. Et ce qui se rapproche le plus de cette moyenne, on le trouve beau. Et ce qui s'en éloigne beaucoup, on a une aversion. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, et ça je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on voit il y a plein de trucs sur les sites internet et tout, où on voit le visage moyen, où on voit, c'est des intelligences artificielles, ils font le visage moyen ils prennent le visage de toutes les Françaises, ils font le visage moyen, toutes les Chinoises, ils font le visage moyen, etc. Et ces visages en fait, je ne sais pas si ça vous fait ça, moi c'est un truc très personnel. Quand je regarde ces visages-là, ça fait des visages très neutres. Et c'est des visages déshumanisés. C'est des vrais… non, mais ça fait vraiment des visages… Il n'y en a aucun, on peut dire elle est moche, mais il n'y en a aucun, on peut dire elle est belle. Ou avec un homme, il n'y en a aucun, on peut dire il est moche ou il est beau. C'est plastiquement c'est curieux. Conforme. Mais… C'est curieux. Et puis il y a le charme. Le charme, c'est pas la beauté. Le charme, ça va être le grain de beauté, le strabisme, le truc, la petite bosse. Donc ça, c'est encore autre chose. Et les critères de beauté, donc il y a ça, il y a le fait que ce soit la moyenne, il y a aussi l'aspect caractère sexuel, c'est-à-dire un homme qui a une mâchoire carrée, on peut trouver ça joli, une femme qui a la poitrine, on peut trouver ça joli, un homme qui a les épaules larges, on peut trouver ça joli. Bon, il y a voilà, ce truc un peu biologique. Il y a plein de choses, et puis, mais bon, c'est variable d'une personne à une autre. Heureusement, hein, parce que si on trouvait tout le monde des personnes belles et moches, le monde ne tournerait pas, donc c'est variable d'une personne à une autre. Bon, c'est des trucs passionnants, mais voilà, ça c'est des ébauches de réflexion que j'ai parce que j'ai travaillé ces sujets-là, mais je n'ai pas les réponses et personne n'a vraiment les réponses. Mais effectivement, tu vois, il y a les demandes, en tout cas, c'est des phénomènes que tu vois, personne ne vient, dit je veux un gros nez, etc. Ça n'arrive jamais. Non, ça n'arrive jamais. C'est ouf. Ça doit arriver, mais c'est anecdotique. D'accord. C'est anecdotique, ou alors personne… Et techniquement, tu pourrais ? Ce serait faisable? Ouais, parce qu'enlever de la matière ou incurver, etc., on comprend, mais… On peut faire des greffes et tout. Incroyable. Genre, tu prendras un cartilage d'orteil pour mettre sur la cloison nasale. Ouais, bon, c'est pas ça, c'est pas le meilleur exemple, on pourrait faire des trucs. Alors après, si, par exemple, tu vois, je te dis ça l'exemple, mais les Asiatiques veulent avoir des nez un peu plus… Alors ça aussi, c'est marrant, entre guillemets, les Asiatiques ont des demandes de nez, les Asiatiques et les Africains ont des demandes aux Noirs de nez un peu caucasiens. Les Caucasiens ont des demandes d'avoir des silhouettes plutôt traditionnellement sur les femmes noires, tu vois, avec plus de… les Asiatiques demandent de se faire débrider les yeux. C'est un truc de ouf, ça, pour avoir été beaucoup en Asie. Tu vois les mecs et les nanas dans les commercials, les publicités, les gros billboards et tout, ils tirent davantage vers le caucasien que vers l'asiatique en fait. Et tu le vois, même si tu vois qu'ils sont typés asiatiques, ils ont les yeux qui sont jamais bridés. Il y a des… En Thaïlande, je pense aussi qu'on veut aussi toujours ce qu'on n'a pas parce que c'est con à dire ça, mais je le vois en consultation, je vois des patientes qui me disent qui ont le nez rond, qui veulent le nez pointu, d'autres qui ont le nez pointu, qui veulent le nez rond. Bon, les blonds qui veulent devenir bruns, etc. Donc, bon, on s'en sort pas, c'est la psychologie humaine. Mais encore une fois, les critères de beauté, c'est vraiment un truc très subjectif, très variable d'une époque à une autre. Et alors après, il y a la standardisation de la beauté, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les demandes convergent. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a davantage que quand tu as commencé ? Non, mais c'est plus longtemps. Mais il y a quand même une tendance qui est notable. Ouais, il y a une tendance qui est notable et je pense qu'il y a 50 ans ou 100 ans, effectivement, une belle parisienne, une belle carioca, une belle tokyoïde, on dit tokyoïde, tokyoïde, je crois, un truc comme ça. Belle japonaise, avait des critères de beauté très différents. Ouais. Ça existe encore, ça. Mais aujourd'hui, on voit quand même une sorte de beauté qui conflue un peu. Ils appellent ça la beauté à la Kardashian. Enfin, la beauté, on peut trouver ça beau ou pas, mais en fait, qui est assez demandée, quoi. Cette demande, ce type de physique.
Bon voilà, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, je dis pas ça, mais en tout cas je le décris, on le voit quoi. Et tu le sens. À quel point les gens, les patients, les patientes arrivent en consultation avec des photos? Ah ouais, ça c'est, je supporte Tout le pas. temps? Non, pas tout le temps, de temps en temps, mais Comme chez le coiffeur, en mode j'ai vu Non, cette coupe, mais vous pouvez me faire la même? moi je le fais pas, j'accepte pas de les voir, je refuse. Je dis pas que j'ai raison, hein, mais peut-être d'autres chirurgiens Ouais. moi je rentre pas dans ce truc-là. Ça me fait chier et pour moi c'est des motifs c'est des mauvais motifs d'opération. Ok. Se faire opérer pour avoir le nez D'accord. d'Angelina Jolie ou truc comme ça, non. Mais si c'est pour guider leur dynamique esthétique en mode genre j'aimerais un plus petit nez, je sais pas trop comment l'exprimer parce que tu vois genre. Oui, là c'est Mais différent. genre un truc entre ça et ça, Alors, ça oriente un peu? Oui, ça peut Ok. aider effectivement, mais c'est très casse-gueule hein, parce que Ouais. c'est source d'incompréhension, de malentendus et tout. Mais là, dans ce sens-là, ça va. Mais par contre, je veux Le nez de truc, les non, pommettes non, de. ça, et je le point de rentre pas dans ce Schwarzenegger truc-là. dans la gueule. Voilà. Moi, je me suis fait faire le nez de Penelope Cruz, mais de Penelope Cruz, ça n'a pas trop marché. C'est un fiasco. Non, mais ça, j'entre pas dans ce truc. Puis je sais pas, c'est pas. Voilà, l'objet, c'est de retirer un complexe. C'est pas d'aller acheter. Tiens, t'as pris quoi? T'as pris le Samsung ou l'iPhone, tu vois? Non, j'ai choisi ça. T'as l'impression de tomber sur des exemples très extrêmes de gens qui sont par exemple fans d'une star et qui veulent lui ressembler à tout prix et faire Non, tel non, truc. Ça non. n'existe pas trop chez nous. Il y en a un petit peu, mais Genre je veux devenir le te sosie de dire- Michael Jackson parce que je l'admire de ouf Non, et je veux me faire ça pareil. existe, ça mais- existe, on les voit dans Confession intime, mais D'accord. je vais te dire 99%, je l'ai peut-être déjà dit, mais je commence à être vieux, j'ai Mais- le droit de radoter. Il y a 99% des gens, c'est monsieur et madame tout le monde. Ouais, c'est ça. Monsieur et madame tout le monde qui ont un complexe et qui viennent pour leur complexe. Les gens sont hyper. C'est pas Nip Tuck, c'est pas Ouais, la ok. télé-réalité, c'est Ok. des gens normaux qui viennent pour des trucs normaux. Voilà, et bien sûr, il y a des fous comme partout dans la rue, il y a des hurluberlus, on en voit, heureusement, ça nous fait marrer de temps en temps. Il y a des gens qui sont fous, mais la plupart, 99,9% des gens, c'est des gens comme toi ou moi, qui viennent pour des trucs normaux Ok. et de bon sens. Et c'est des gens qui sont pas fous, qui sont voilà, beaucoup de gens, c'est important pour eux. On réfléchit déjà. Non, franchement, les patients, en grande majorité, ils sont bien. Après, effectivement, un peu les biais qu'il y a contre lesquels on lutte, c'est des biais qui sont un peu véhiculés par la société, ce truc de consommation, etc. Ouais. Où les gens viennent un peu la fleur au fusil, ou pensent qu'ils peuvent demander un truc précis sans se rendre compte que on n'a pas ce degré de précision, ce degré de... On fait pas ça, on peut pas faire ça. C'est-à-dire que si j'ai un gros pif et que je veux un pif plus petit mais qui ressemble plus au pif de Matthew McConaughey ou machin, C'est dur ça. c'est pas certain qu'en vrai, C'est- toi tu peux orienter et dire je peux vous faire un truc Non. qui va ressembler à peu près à ça, mais c'est pas du tout sûr qu'on arrive à ce résultat fini. Ouais, non. ouais, on peut Parce pas. que même toi, tu sais pas si Non, on tu peut vas pas. être capable de modifier les Non. structures et tout. On peut Donc pas. il y a toujours, surtout sur le visage, le nez et tout, un potentiel aléatoire de. Toujours. Puis il y a la cicatrisation. Même si toi tu Ok. fais un truc, après ça cicatrise, ça bouge, la peau elle se détend. Non, tu sais jamais, il y a toujours une part d'incertitude. Ça fait peur aux patients, et c'est normal. Mais en tout cas, il ne faut pas rentrer dans le. Il ne faut pas imaginer qu'on sait faire, on sait pas reproduire la bouche d'Angelina Jolie, le Ouais, nez de ok. je sais pas qui, on ne sait pas faire ça. On sait pas, ce serait génial hein, si on pouvait faire les trucs. Enfin, génial, je sais pas, mais on ne sait pas. On ne sait pas, on ne saura probablement jamais. Donc, D'accord. il faut oublier, faut se sortir ça de la tête parce que C'est très intéressant. c'est Parce des que sources de désillusion. c'est bien, parce que ça veut dire que tu peux essayer d'améliorer des trucs qui te posent problème si tu as des complexes, mais il y a une part d'aléatoire dans le sens tu vas l'améliorer en enlevant ou en gommant ou en atteignant le paramètre qui est disgracieux à tes yeux, parce que tu as le nez qui est dévié, parce qu'il est trop gros, parce qu'il est trop parqué, trop ceci. Mais tu peux jamais te projeter dans le ah bah je veux exactement ça et du coup si j'ai ça je serai plus heureux et donc faites-moi ça et ça ira bien quoi. C'est difficile. Ouais, hein. ok. C'est difficile parce que ça, Ouais. tu vois, là on parle tranquillement et tout. Quand tu vois quelqu'un en consultation qui a des idées préconçues complètement à côté de la plaque, Ouais. bah, il faut recadrer tout ça et tout. Mais tu vois, même moi, sans avoir d'idée préconçue, je pensais à peu près, quand, Ouais, quand tu vois plein de nanas qui se font à peu près le même pif et tout, que tu pouvais orienter quand même dans une direction avec un petit nez comme ça, un peu Ça, c'est les retroussé, machin. techniques qui font que les nez ils sortent toujours un peu pareil. D'accord. Mais c'est pas Ok. parce que. Après, on peut un peu moduler, attention, il faut mettre un peu de nuance dans ce que je dis. On peut quand même un peu moduler, c'est-à-dire qu'on peut dire je veux un peu plus de volume sur la poitrine. Oui, on peut mettre des protéines un peu plus bien sûr, grosses, un peu. on peut moduler, mais on ne sait pas reproduire.
C'est ultra intéressant ça, c'est un vrai reality check pour la plupart des gens qui pensent que c'est à la carte et que tu payes tant à ça, tu payes tant à ça. Si tu vas en Tunisie faire ci, tu l'as comme ça. Si c'est en Turquie, c'est… Ça, c'est une erreur et beaucoup de gens pensent ça. Mais alors, c'est pas leur faute, hein, c'est la faute on leur fait croire ça. Ou alors, c'est aussi notre faute, nous, les chirurgiens plasticiens, parce qu'il faut qu'on explique plus ça aux gens, qu'on communique plus là-dessus pour leur expliquer ce que c'est. Tu parlais de simulation tout à l'heure, c'est ultra intéressant. Quand tu as quelqu'un qui vient en consultation, tu as des logiciels, tu as des outils de diagnostic et de projection qui te permettent, avec un ordinateur, etc., de prendre une photo de face, de profil aux 3/4 des gens et de leur dire bah voilà, on peut essayer de faire ça, on peut tendre vers ça, etc. Ça. Donc les gens peuvent vraiment se projeter dans le réalistiquement, on pourrait aller chercher ça. Il y a des opérations pour lesquelles c'est pas hyper important. Si quelqu'un vient pour un botox et j'aime pas mes rides et tout, bon, ça y a pas besoin. Mais par exemple parfois les rhinos, par exemple, ou les prothèses, là c'est hyper important d'avoir un visu. Donc on fait des simulations. Pareil, en prenant beaucoup de précautions parce que je les donne jamais aux patients les simulations. Je veux pas qu'ils regardent ça pendant 6 mois parce qu'ils vont se focaliser sur. Ils vont très intéressant. Mais donc tu les montres en consultation comme ça, ils ont une idée. Ok. Je peux les prendre en photo? Non. Mais c'est des histoires. Je les ai donnés pendant des années. Et en fait, tu t'es rendu compte que ça te desservait? Ça les desservait eux surtout parce qu'ils étaient plus… parce que forcément, entre la consultation et l'opération, il y a des délais de semaines et de mois. Quand on regarde un résultat tous les jours, on va plus se faire opérer pour se sentir mieux, pour gommer un peu un complexe ou pour avoir un peu… Mais pour avoir le résultat du shiny object que tu as vu dans le catalogue de Noël et que… C'est ça. Oui, mais regardez, c'était… Mais il vous plaît pas le nez? Ah si, il est bien, mais il n'était pas comme ça. Bon, voilà, et là, on perd un peu l'essence du truc, mais c'est compliqué. Hein. C'est vraiment extrêmement intéressant. Du coup, tu penses que les gens, en arrivant en consultation, face au potentiel suite opératoire, face au risque qui sous-estimaient peut-être, face à l'incertitude de « Ah bah je pensais que je pouvais avoir un truc un peu à la carte et en fait non », renoncent, en fait, se disent « Bon bah, mais tant machine arrière ». Oui, tant mieux. Clairement. Ah ben clairement, oui, y a plein de gens qui renoncent et plein de gens à qui moi je dis non parce que je vois que parce que des fois on peut expliquer des trucs et ils ne veulent pas entendre. Donc là, moi je peux renoncer. Et des fois les gens renoncent d'eux-mêmes et parfois c'est bien. Parfois il y a des gens, ils n'ont pas dit écoutez, moi des fois je dis à des gens écoutez, vous n'êtes pas là tel que je vous examine, je peux me tromper, mais c'est ma vérité, je ne vous sens pas prêt à assumer cette opération. Voilà, parce que toi, tu sais exactement ce que ça comporte et eux, pas forcément. Voilà, et je sens que ça va pas le faire pour telle ou telle raison. C'est mon avis, c'est pas un truc absolu. Je vous engage, peut-être je vous invite à consulter un autre confrère, ou alors revenez. Il y a un truc qui est pas mal, c'est je leur dis quand je sens un peu comme ça, je leur dis revenez me voir dans 3 mois, 6 mois. Ouais, déjà. Et là, quand il me dit non, je veux pas, je veux que ce soit demain et tout. Tu sens que c'est mauvais signe. Tu sens que c'est impulsif. Voilà. Bien sûr. Mais oui. Mais moi, les meilleures opérations que j'ai faites, c'est celles où j'ai pas opéré les gens en fait. C'est super intéressant ça. Parce que vraiment intéressant. C'est voilà, la chirurgie. Je ne veux pas critiquer la chirurgie, c'est mon métier. Je peux quand même le critiquer, mais c'est le dernier plan en fait. Ouais. C'est quand on ne s'est pas accepté, quand on a fait… Voilà, il faut faire les choses dans l'ordre. Et puis, c'est une mutilation, on l'a dit. Donc, il y a un bistouri, un scalpel, il y a une cicatrice et tout. Donc ça, c'est la dernière étape pour moi. Ça ne doit pas être la première. C'est vraiment, vraiment ultra intéressant. C'est pas du tout comme ça que j'envisageais. Bien sûr. Je t'avoue que tu as révélé une dimension. J'ai envie de redevenir chirurgien plasticien. De ouf. Engagez-vous. Non, mais en vrai, je sais que j'ai un regret qui se réalisera pas parce que maintenant, c'est… Quoique j'ai rencontré un mec qui va refait médecine à genre 35 ans. Courageux, je me dis putain, t'es vraiment courageux parce que pour reprendre sa retraite. Et il me disait et alors je vais sortir au lieu d'avoir 32, j'aurai 42. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Et c'est vrai que tu dis bon, si c'est ta passion. Mais bon, je sais pas si j'aurai le courage de retourner sur les bancs de la fac, me chamailler avec des gosses de 17 ans. Franchement, c'est quand t'as goûté à l'indépendance, à l'entrepreneuriat, au confort et tout. Je pense que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Mais tu vois, toucher ça du doigt en parlant avec des mecs intéressants comme toi et tout, c'est génial pour moi parce que ça me protège, ça me projette dans une dimension que je connais pas du tout et qui est passionnante pour le coup. Et je suis sûr que ça aura passionné les gens qui ont regardé cet épisode. Écoute, j'espère. Moi, je pense que c'est un métier qui est passionnant, qui est un peu injustement… Moi, mon combat, entre guillemets, c'est pas un combat parce que je ne consacre pas ma vie, mais j'ai quand même à cœur de vouloir un peu remettre en perspective ce que c'est que la chirurgie plastique et un peu redonner ses lettres de noblesse. Hein.
je trouve, en fait, toujours trouvé un peu injuste ce qu'on en faisait, l'image qu'elle en avait. Je trouve qu'on souffrait un peu de notre image. Alors que quand je vois, alors bien sûr, il y a des charlatans, il y a des mauvais médecins, tout ça, ça existe. Mais quand je vais dans les congrès, je rencontre tous mes confrères et tout, c'est pareil, la grande majorité, ils sont bien, ils sont intéressés, ils sont éthiques, c'est pas des pompes à fric, les gens imaginent ça. Mais ça, je pense que c'est parce que nous, en France, pendant très longtemps, on ne pouvait pas communiquer, on n'a pas le droit de faire de la publicité, on n'a pas trop. Et donc la communication, elle est autorisée, mais elle est. Via le serment d'Hippocrate ou via la législation française, le code de déontologie. Et du coup, le fait de ne pas communiquer fait que si nous, on ne parle pas de notre métier, c'est des autres personnes qui connaissent moi qui vont parler. C'est les médias, c'est la télé-réalité, etc. Paradoxalement, Voilà. Et ça nous dessert. Tu vois, par exemple, aux États-Unis ou dans plein de pays où les médecins n'ont pas du tout ce truc, ils peuvent communiquer beaucoup plus librement. Et du coup, ils n'ont pas du tout la même image parce qu'il y a beaucoup plus de transparence, entre guillemets. Nous, il y a toujours un petit peu le côté un peu Il y a aussi beaucoup plus de racolage. Tu es au Mexique, tu vois des grands 4x3 de venez vous faire refaire les seins chez Docteur Nichon. Es là, genre, Ils ont le droit de faire de la publicité comme pour un soda. Donc ça, c'est le revers de la médaille. Nous, le fait que ce code de déontologie qui est lourd a des très bons côtés. Ça nous protège de beaucoup d'écueils. Mais le revers de la médaille, c'est que on est un peu mystérieux, les gens connaissent mal. Tu vois, par exemple, quand je parle avec une amie à moi qui vient du Brésil ou des États-Unis ou de Chine, elles savent toutes, 100%, la différence entre du Botox et de l'acide hyaluronique. Sérieux? Toutes, elles savent ce que c'est, la différence. Elles savent qu'on ne met pas du Botox dans les lèvres. Ouais. En France, tu demandes à 10 personnes dans la rue, 9 vont dire les lèvres botoxées, alors qu'on ne met pas de Botox dans les lèvres. D'accord. Donc c'est un manque d'éducation qui est fondamental sur ce niveau. Et donc vous avez ce travail-là à faire en plus, je crois, qui n'est pas véhiculé par la culture populaire parce qu'il y a une déficience là-dedans. Ouais, alors c'est bon, il vaut mieux avoir une culture de l'histoire de France et de la langue et tout que la chirurgie plastique. Hein. Mais en fait, les gens connaissent très très mal. Très très mal, je vois qu'on a au niveau culture G sur la médecine, chirurgie plastique, les gens connaissent vraiment très mal. Et donc c'est en partie nos fautes. Donc moi j'essaie de communiquer là-dessus et de donner de la meilleure image possible. Parce que, encore une fois, on est loin de l'image qui est véhiculée par la télé-réalité, etc. Voilà, c'est mon petit combat. Bon. Ok. Ce qui fait que socialement, j'avais envie de finir un peu là-dessus, sur le côté un peu glamour que tu as évoqué tout à l'heure. Socialement, quand tu es dans un dîner, une soirée, et que tu dis je suis chirurgien plasticien, tout de suite, du coup, ce petit côté mystérieux et un peu inconnu parce que c'est pas dans la culture française. Chez nous, tu as l'impression que c'est ok, racontez-nous comment ça se passe, truc. Et là, c'est boum, et tout le monde se tait et tout le monde écoute ce que tu racontes. J'ai les deux. Il y a ça intéresse les gens. Ouais. Ça intéresse les gens parce que c'est mystérieux, ça intéresse les gens. Et j'ai aussi beaucoup de rejet. De rejet, non, mais je suis contre, c'est n'importe quoi. Encore la reconstruction, ça va, mais l'esthétique. Ouais. Mais oui, mais qu'est-ce que tu connais en fait? Mais j'ai vu l'autre, la grosse bouche et tout. Ouais. Bon, voilà, après moi je discute. Bien sûr. Moi aussi j'ai des idées préconçues sur d'autres trucs et tout. Bon, on est tous comme ça. Mais il y a toujours de ta part une part de pédagogie et d'éducation pour essayer de briser les fausses idées reçues. En tout cas, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'idées reçues. Ça intéresse beaucoup les gens et ça intéresse les gens parce que leur beauté, leur image, ça les intéresse aux gens. Donc ça concerne tout le monde, entre guillemets. Mais effectivement, beaucoup d'inconnus, de côté un peu... Ouais, les gens sont très demandeurs. Mais on progresse. Je trouve que les chirurgiens plasticiens, les médecins et tout, on commence à plus communiquer avec les réseaux et tout. On est maladroit, on est à nos débuts, on n'a pas l'aisance des Américains, on n'a pas ce truc. Ouais. On est nuls. Hein. Le jour, j'étais avec une chirurgienne canadienne qui était venue au bloc avec moi. Elle dit putain, mais les Français, vous êtes nuls sur Instagram et tout. Et bon, elle a raison, c'est sûr, par rapport aux autres, mais on progresse et on a un peu de retard. Et puis, après aussi, on est obligé de s'adapter parce que le problème, c'est que le tourisme médical et tout, il y a des pays qui font de la publicité par la chirurgie plastique pour venir chercher des patients de France, de la vraie publicité commerciale très agressive, mais en retirant pour le coup un peu l'aspect éthique et tout. Et, une fois que tu arrives là-bas, on ne va pas te demander si tu es sûr de vouloir te faire opérer ou est-ce que tu es bien conscient des suites opératoires. Le problème de ça, c'est que la relation, elle n'est pas entre le médecin et le patient. Il y a aussi une entreprise au-dessus, une boîte de trucs qui fait venir les gens. Les chirurgiens, ils découvrent les patients la veille. Enfin, c'est pas bien. Il y a des gros problèmes de temps en temps. Bon, voilà. Heureusement, on n'en est pas là.
Ouais, heureusement, on n'est pas là, donc il faut garder de la... Ça reste, même si c'est quelque chose de... Si c'est de l'esthétique, si les gens sont pas malades, etc., ça reste de la médecine. C'est vraiment le truc le plus important, ça reste de la médecine. Il y a une dimension humaine et il y a des drames et tout, donc c'est un truc sérieux, ça reste un truc sérieux quand même. Que tu abordes avec beaucoup de philosophie et non, mais beaucoup de pédagogie et de légèreté. Je fais pas ça pour pourrir l'ambiance et vous faire peur du tout. Ça se passe très bien, mais il faut que ce soit bien fait. Il faut avoir un peu de recul dessus. Avoir du recul dessus, un peu de pédagogie, que les gens, faut que les gens soient un peu plus informés, mais on progresse. Je pense que c'est fait. Fred, merci infiniment. Beaucoup, j'ai passé un super moment, j'ai appris plein de trucs. Merci beaucoup. J'espère que c'est votre cas. Si vous voulez retrouver le fabuleux travail de Fred, il a un Instagram qui est génial. Félicitations. Moi, je kiffe ton contenu. C'est ultra informatif, c'est super bien vulgarisé, c'est accessible alors que c'est technique. Et si vous n'êtes pas un cadre de l'anatomie, etc., vous allez apprendre 1 milliard de trucs et en plus vous faire kiffer parce que c'est drôle et c'est toujours bien amené. Donc, allez voir l'Instagram de Fred que je vous mettrai en description de la vidéo. Tu m'as dit que tu allais aussi créer peut-être une chaîne YouTube et un podcast. J'aimerais bien faire un podcast, c'est mon projet pour 2023. On y travaille, j'espère avoir un invité bayésien. J'espère que tu auras pu réaliser ce petit rêve-là. Génial. Merci beaucoup Antoine. Merci d'avoir été mon invité, c'était un immense plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de Smart Fire et vous savez exactement comment avec le sourire. Merci. Bye bye.